de hoy, como ustedes saben, termina en 2030 y obviamente depende de los expositores a ver si realmente llegan o si se conectan, ¿no? Porque muchos que vienen conectados desde la tele, vía videoconferencia. Entonces, después de terminar aquí la sesión, si quieren ir a almorzar, pueden ir a almorzar. Acá no hay cafetería en este local, pero la cafetería de la Universidad de Montevideo está aquí a la vuelta, por Prudencio de Pena, y hay un cerca. Pero si prefieren el restaurante de la Alianza Francesa, donde almorzaron ayer, también pueden ir, porque vieron que es cerca. Estamos... ¿Tenemos tiempo para el lunch? Vamos a ver. Y yo somos escribadores. Il parle français. Ah oui, mais c'est pas comme... Si on est rapporteur donc on doit être à l'après-midi à l'Alliance française. Oui, à l'Alliance française, ça commence à 14h. Voilà. Pas comme hier, et ça c'est de 13h. Ah oui. Sinon, 1 heure plus tard, et ça va finir 17h. Et ce sera à l'Alliance française, etc. Moi, je suis rapporteur à l'autre endroit. Un autre endroit, oui. C'est l'autre session, c'est à l'université. Mais c'est Une ça que autre j'ai pas compris, session. parce qu'il y a des sessions parallèles, alors comment on doit faire les rapports alors, Oui, non, justement, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a maintenant une session parallèle Oui, mais- à l'Alliance Tout française. le monde est à l'Alliance française. En fait, Alors, la plupart des gens, sûrement, sont là-bas, parce qu'ils auront plutôt plus d'intérêt sur ce sujet-là. Alors, comme vous voudrez, si vous préférez, vous pouvez aller déjeuner là-bas ou déjeuner ici, tout à côté. Ici, c'est beaucoup plus rapide, de service et les meilleurs marchés. Il n'y a pas de... Où est-ce que c'est meilleur? Hein? Où est-ce que la cuisine est meilleure? Non, la cuisine, le meilleur, c'est le gourmet. Là, on a déjà des choses qui sont pré-préparées. Mais il faut les chauffer, tout ça, alors, comme vous voulez. Bon, alors, je vais présenter Madame la Présidente du Collège d'avocats. C'est une distinction pour nous, pour notre activité. Parce que la participation du collège d'avocats signifie une institution très importante pour nous. Et Mme Capallo est une présidente depuis des années et qui a amélioré beaucoup surtout les activités du collège d'avocats, avec le conseil d'administration du collège d'avocats. Alors, je vais lui céder la parole pour qu'elle fasse une présentation, ce sera en espagnol. Et, non, parle italien. Si chiama Capallo. Sí. Y tengo ciudadanía italiana. Bueno, disculpas por moverme a la lengua española. Es un verdadero placer y honor para mi persona y para el Colegio de Abogados del Uruguay estar presentes en este ciclo de conferencias del 8º Foro de Franco-Latinoamericano de Bioética y Ética de la Ciencia. Me toca presidir entonces la sesión número 6 sobre inteligencia artificial y la protección de la dignidad, de la libertad y la democracia. Vaya una verdadera felicitaciones para los autores del título de esta sesión. También un agradecimiento especial a los organizadores y en especial al profesor Dr. Pedro Montano Gómez, un amigo de la casa del Colegio de Abogados. Bien. Bueno, ciertas apostillas respecto de este tema
porque los que tienen que hablar son los que saben del tema. Pero, sin lugar a dudas, nos enfrentamos a una revolución digital que está liderada por la inteligencia artificial. Esto lleva a que exista determinadas ventajas y también riesgos que deben ser atendidos en forma eficaz. Refiriéndome al título de esta sesión, podríamos decir, bueno, ventajas desde el punto de vista de la dignidad. Sin lugar a duda que la calidad de vida, que la asistencia sanitaria, que la accesibilidad en términos de movilidad han tenido un cambio sustancial por el uso de la tecnología y específicamente de la inteligencia artificial. Pero no por ello no existen riesgos. Por ejemplo, riesgos en cuanto a la seguridad en el uso de los datos personales, riesgos en cuanto a la administración de la justicia por ciertos errores que pueden darse en la utilización de la inteligencia artificial y ciertos sesgos que pueden generar responsabilidad. En lo que tiene que ver con la libertad, asistimos a un momento en el cual parece ser que la libertad de expresión no tiene límites porque a través de redes puedo decir lo que pienso. Antesala de la libertad de expresión, libertad del pensamiento. Pero tenemos el deber de estar atentos a cómo se puede influir, a cómo se puede controlar lo que tiene que ver, por ejemplo, con la actividad cerebral. Un tema, obviamente, que compete al derecho en forma particular. Y luego, refiriéndonos a la democracia, asistimos a un año en donde existen varias elecciones para, obviamente, elegir presidentes en el mundo. Esto nos lleva a la reflexión de que la utilización de la inteligencia artificial puede presentar riesgos en lo que son las noticias falsas, en lo que son los videos y los audios de inteligencia artificial que pueden también ser falsos y que esto lleve a la confusión y a la malinformación de nuestra población o de la sociedad en su conjunto. También a lo que implica la fragmentación digital con los famosos discursos de odio que de alguna manera tienen que ser controlados. Entonces, asistimos a una realidad que estalla frente a nuestros ojos. Tenemos como instrumento el derecho para garantizar y minimizar esos riesgos, el derecho que a través, y eso es una opinión personal, a través de la legislación existente y de los principios generales del derecho, entiendo que pueden ser útiles para regular lo relativo a la inteligencia artificial, obviamente que sí ajustándonos a la realidad en la cual nos encontramos. Por eso celebramos desde el Colegio de Abogados del Uruguay la realización de este ciclo de conferencias y esperemos poder contar con las conclusiones a los efectos de poderles hacerles llegar a nuestros socios para su debida reflexión. Seguidamente, entonces, esta sesión va a estar a cargo de la relatora, la profesora Alessandra Lemen, profesora de Derecho de la Universidad de Caxias do Sul, presidenta de la Comisión de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Rio Grande do Sul, Brasil. Así como también de distintos expositores como Marco Lorenzi, de la Cátedra 3A IA y investigador INRIA de la Université de Côte-d'Azur. Perdón la pronunciación. Sí, de Costa Azul. Bien. También Alix Lillier, también de la Cátedra de 3IA de la Universidad de Costa Azul, y también ingeniero en Amadeus, Francia, Uruguay. La doctora Margot Berligny, encargada de la investigación de CNRS, Instituto de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Nantes, el profesor doctor Pedro Montano Gómez, profesor de Derecho Penal, Universidad de la República, la Universidad de Montevideo, abogado, Thierry Ménissi,
del filósofo, Cátedra UNESCO, Ética y Inteligencia Artificial del Instituto Pluridisciplinario de Inteligencia Artificial NIAM de la Universidad de Grenoble. Por otro lado, también a la profesora Vanessa Nurok, de la Cátedra de UNESCO de Ética de lo Vivo y lo Artificial, profesora de Filosofía y directora adjunta del Centro de Investigación de Historia de las Ideas de la Universidad de Costa Azul, y también Natalia Bari, abogada en París. Entonces, en este momento damos apertura a esta sesión y pasamos entonces la palabra a la relatora para que se haga cargo de del presente. Marco Lorenzi no está. No, ella se llama Alessandra Lemen. ¿Tampoco está? Bueno, ¿y qué otro tenemos conectado? De los que están. Lorenzi, tenemos a Deletier, sí está conectado. Y es el que le sigue. ¿Quién? Silvia Deletier. Silvia. No, perdón. Alix. Allí, Alix Héritier, Marcos Marc Lorenzzi, Barthelin et Marcos. Sylvia Héritier, Margot Berlin, c'est Ajá. et Nayat qui était là hier. Donc il n'y a pas tout le monde, non. Y Marcos Marco Lorenzi, ¿no? Entonces, Alix Lelutier está. Deberíamos entonces darle la palabra Alice, a Alexi. que es doctora en ciencias, catedrática de 3IA, de inteligencia artificial, investigadora oficial del programa Amadeus en Francia. Hola, gracias por la presentación. A ver si puedo compartir mi pantalla. Ahí ven mi pantalla, sí, ¿no? Sí, perfecto. Bien. Bueno, buenos días a todos. Entonces, bueno, sí, trabajo para Amadeus como investigador líder en el departamento de investigación de Amadeus. También participo en el 3IA Côte d'Azur, que es una iniciativa interdisciplinaria sobre inteligencia artificial que junta a distintos institutos de investigación acá en la Costa Azul, y también participan algunas empresas como Amadeus. Bueno, mi área de investigación es bastante fundamental, ya van a ver, bueno, son temas que en general tienen aspectos matemáticos. Tratamos de entender y mejorar los métodos de inteligencia artificial a través bueno, de matemáticas y distintas herramientas. Bueno, para hacer una pequeña introducción sobre, bueno, por qué Amadeus, no sé si todo el mundo lo conoce, pero es un actor principal en la industria del viaje y del turismo. Por lo tanto, bueno, está, como ya han evocado, el tema del uso de la inteligencia artificial generativa, también no es ajeno a todo eso. La idea es que, bueno, se está usando para cada vez más cosas, pero es importante mantener, digamos, tener en cuenta cuestiones como de igualdad, de confiabilidad, de seguridad, privacidad, transparencia, es que también los sistemas de inteligencia artificial sean sustentables. Bueno, todos esos aspectos son muy importantes para una empresa grande como Amadeus, que, bueno, cualquier, digamos, uso indebido de los datos o de este tipo de tecnologías puede traer muy malas consecuencias en términos de imagen y económicos. Entonces, bueno, es un tema muy importante dentro de Amadeus.
Yo les voy a hablar más que nada del tema bueno, de cómo se puede hacer que los sistemas sean más robustos, en tema de cuantificación de la incertidumbre, que es lo que voy a mostrar a continuación. Bueno, primero presentando unos ejemplos para un poco mostrar cómo pueden fallar estos sistemas, que, bueno, supongo que ya no son muy extraños, digamos, lo que voy a mostrar los ejemplos, pero por ejemplo, reconocimiento de imágenes. Esto es un caso clásico de un ataque adversario. Bueno, la primera imagen que vemos es la imagen, bueno, de un chancho, claramente, que el sistema de inteligencia artificial dice que es un chancho con 91% de probabilidad, confianza. Bueno, a eso es lo que vamos a hablar un poquito más en esta charla. Y después se le agrega una cierta perturbación que a los ojos humanos sigue siendo un chancho, pero para el sistema lo hace cambiar totalmente y dice que es un avión con 99% de confianza o probabilidad o algo así. Esto es un caso. Otro caso es el caso de ChatGPT, que bueno, supongo que han interactuado con esta herramienta. Esto es un caso se le pide hacer ciertas operaciones aritméticas y termina diciendo con mucha confianza que 59 más 43 da 51, lo cual muestra que puede ser, bueno, dar resultados totalmente falsos a pesar de que sean totalmente falsos, con cierta confianza, mucha confianza en este caso, lo cual, bueno, muestra un poco los peligros. Es una pequeña ilustración de los peligros que pueden haber con estos sistemas de inteligencia artificial. Bueno, a partir de ahí es importante bueno, entender mejor qué queremos decir con esto de probabilidad, confianza, todo la incertidumbre. Bueno, hay dos tipos de incertidumbre que conviene destacar. Una se llama la incertidumbre aleatoria, sí, aleatoria sería, que pienso en español, que sería un poco la aleatoriedad intrínseca del fenómeno o del proceso que se está, digamos, modelando, estudiando. El caso, digamos, prototípico es el de cuando uno tira una moneda. En principio es algo, se puede, digamos, decir que es totalmente aleatorio. Bueno, después están esas teorías de Laplace, que uno, si sabe la posición de todos los átomos del universo, y etcétera, etcétera, podría predecir lo que va a salir de la moneda. Pero bueno, digamos, podemos decir que la aleatoriedad, la incertidumbre aleatórica puede ser es debida a realmente aleatoriedad, por ejemplo, como en mecánica cuántica, si asumimos que es verdad la teoría de la mecánica cuántica, o factores que simplemente no observamos y por lo tanto no podemos modelar, como en el caso, por ejemplo, de la moneda. Y este tipo de aleatoriedad no puede ser reducida con otras fuentes de información. Por otro lado, tenemos la incertidumbre epistémica, que lo que quiere decir representa la falta de conocimiento acerca del mejor modelo para representar el fenómeno, el proceso. Por ejemplo, acá podríamos preguntarnos qué significa Kichwa en Swahili, si significa cara o cruz, volviendo al ejemplo de la moneda. En este caso hay dos opciones, como antes, o es cara o es cruz, pero en este caso la incertidumbre es distinta, no es un tema de aleatoriedad. O sea, hay una de las dos que es verdad. Es simplemente que, bueno, si uno no sabe Swahili, no va a saber, va a tener esa incertidumbre por no saber en realidad. Pero es algo que se puede reducir si uno va al diccionario y bueno, con más información puede eliminar este tipo de incertidumbre, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante distinguir estos dos tipos de incertidumbre? Bueno, por ejemplo, en teoría de la decisión se habla generalmente de riesgo, que se habla de riesgo cuando uno conoce la distribución de probabilidad de los posibles resultados. Entonces, bueno, como uno puede tomar decisiones basado en eso. Después, por otro lado, se habla de incertidumbre de Knightiana, si esta distribución es desconocida. O sea, simplemente realmente no se sabe nada, ni siquiera se sabe la distribución del fenómeno que suponemos aleatorio, ¿no? La paradoja de Ellsberg dice que la gente prefiere alternativas donde se puede cuantificar los riesgos, o sea, en el caso que se conoce el riesgo,
sobre las que no se puede calcular nada, digamos, no tiene ninguna información. Aunque esto a veces contradiga la teoría de la utilidad, por eso se le llama paradoja. Bueno, como se suele decir en inglés, más vale el diablo conocido que el diablo que uno no conoce. O podría ser más vale malo conocido, pero bueno, no sé, suena mejor en inglés. Entonces, al separar estos dos tipos de incertidumbres, aleatoria y epistémica, uno puede tomar mejores decisiones, más informadas, o abstenerse de predecir. Por ejemplo, si un caso es muy arriesgado en el sentido que uno sabe muy poco, el modelo está muy incierto, es mejor no tomar ninguna decisión, quizás si es una opción, digamos. También puede existir la posibilidad de cambiar de modelo y usar un modelo que tiene menos incertidumbre epistémica, por ejemplo, pero que es más costoso de usar, por eso no lo uso todo el tiempo. Uso uno más barato, pero cuando no sabe el barato, puedo usar el más caro, por ejemplo. O de repente uno puede pensar que conviene conseguir más datos, reentrenar el modelo antes de seguir adelante. Bueno, este tipo de información me permite todo eso. Entonces, una forma de separar estos dos tipos de incertidumbres es usando el método bayesiano, que está basado, bueno, en el teorema de Bayes, que seguramente conocen, ¿no? La probabilidad de A, del evento A, sabiendo que el evento B se realizó, es lo que está ahí arriba, ¿no? Igual a la probabilidad de B, sabiendo A, por probabilidad de A dividido por probabilidad de B. Bueno, la idea de esto, cuando hablamos de modelos los que se usan en inteligencia artificial, son modelos que tienen parámetros, muchas veces tienen muchos parámetros, como los que se usan para ChatGPT y todo eso. Y la idea es tratar los modelos, las variables del modelo, los parámetros del modelo como variables aleatorias. Entonces le vamos a dar un tratamiento aleatorio a los parámetros. Entonces, el teorema de Bayes lo que permite es convertir el conocimiento previo que uno tiene sobre los parámetros, si es que tiene algún conocimiento, en conocimiento a posteriori, aplicando simplemente la fórmula del teorema de Bayes. Esta figura es un ejemplo de Euler-Myers que muestra distintos niveles de incertidumbre en un caso donde hay dos posibles resultados. Podría ser si, bueno, un tratamiento médico es eficaz o no. Puede ser cualquier cosa binaria o la moneda, de nuevo. Esto sería el nivel 0, el nivel del resultado. O es negativo o es positivo en un caso binario. Pues el nivel 1 sería como la representación de la incertidumbre aleatoria, o sea, voy a tener un parámetro que me dice la probabilidad de que sea positivo el resultado. Y existe un parámetro θ que está en verde, que es el parámetro real, digamos, y uno va a tratar de estimar ese parámetro. Entonces va a tener como un modelo sobre ese parámetro que representa ese segundo nivel de incertidumbre, la incertidumbre epistémica, que está dado por esa distribución a posteriori, dada por el teorema de Bayes. Y en definitiva, uno puede hacer como un promedio en base a esa distribución a posteriori y, digamos, usar el parámetro θ gorro, no me acuerdo cómo se dice en español, para estimar, para predecir el resultado. Entonces, de ahí vemos los distintos niveles de incertidumbre cuando cuando tratamos a los modelos de forma bayesiana, o sea que tenemos una distribución sobre los parámetros. Lo vemos como variables aleatorias. Luego, existe una forma de tratar de cuantificar las incertidumbres usando herramientas de teoría de la información. O sea, teoría de información es el área que fue fundada por Shannon. En particular está la entropía de Shannon, que es lo que se muestra en esta figura, porque para una variable binaria, de nuevo, es máxima la entropía cuando tenemos probabilidad 50-50 de tener un resultado positivo o negativo. Entonces, la entropía permite medir la incertidumbre. Y después tenemos este otro resultado que permite descomponer la entropía total sobre una variable cuando tenemos otra variable, que en este caso son los parámetros, que dijimos que los íbamos a tratar como variables aleatorias, es igual a la suma de la entropía condicionada en los parámetros más otra cantidad que se llama la información mutua. Que esa información mutua, en definitiva, simplemente haciendo la resta entre estas dos cantidades, las dos h's,
es cuánto baja la incertidumbre sobre la variable que me interesa cuando tengo los parámetros. De alguna forma se puede decir que esta es la incertidumbre total a la izquierda, que es la suma de la aleatoria y la epistémica. Entonces podemos jugar, por ejemplo, con esta relación, fijando los datos. Ahí estoy aplicando la misma descomposición, pero esta vez todo condicionado a datos que observé. Y puedo jugar, por ejemplo, variando el modelo, haciéndolo menos o más complejo. Por ejemplo, un modelo tonto que no sirve en realidad en predecir Y. En ese caso voy a tener la máxima incertidumbre aleatoria, o sea que va a ser igual a la total, porque voy a tener 0 epistémica. Por el otro lado, puedo tener un modelo gigantesco como lo de ChatGPT, con billones de parámetros, y en ese caso podría tener una incertidumbre aleatoria baja, pero la epistémica para los mismos datos debería ser alta, porque la cantidad total va a ser la misma. Bueno, entonces ahora les quería mostrar como último ejemplo el caso de cuando uno quiere predecir una variable continua, Y, condicionada en ciertas variables X. Por ejemplo, tenemos el caso simple de un modelo de regresión, que podría ser lineal o no, que tiene de nuevo los parámetros θ, donde hay una parte que es determinística, o sea que es una función de X, y otra parte que es una variable aleatoria, que en este caso ponemos que tiene una distribución gaussiana, con varianza sigma cuadrado. Bueno, claramente la parte esa del error no se observa, o sea, no son variables observadas. Y podemos tener cosas como esta, digamos, por ejemplo, en este caso queremos estudiar la dependencia entre la altura de un humano y su edad. Podemos hacer una relación lineal, pero bueno, digamos, asumimos que hay una cierta aleatoriedad, que esto sería lo que está representado por el error epsilon y corresponde a la incertidumbre aleatoria, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos preguntar qué pasa si en realidad este ruido, esta aleatoriedad, puede variar con X. En este caso sería en función de la edad. No siempre tiene la misma varianza, ¿no? Entonces sería el caso que se llama heteroesquedástico, donde hay un ejemplo que va aumentando el ruido con X. Y en general podemos preguntarnos por qué no estimar la distribución completa, o sea, no restringirnos a una distribución gaussiana del error ni a un solo sigma, sino que decir, bueno, estimo la distribución condicional de la variable Y en función de X. Y esto es lo que hacen este tipo de construcciones que fueron propuestas por Christopher Bishop en el 94, que se llaman redes neuronales de mezclas de densidad, o sea, densidad se refiere a la distribución para una variable continua. Entonces la idea es que las salidas de la red neuronal tienen una entrada que es la variable condicionante X, y las salidas se interpretan como pesos, la media y la varianza de gaussianas. Entonces, y eso se hace una mezcla y se puede representar básicamente cualquier distribución continua si se usan suficientes componentes, ¿no? Una red suficientemente grande. Entonces esto permite representar incertidumbres aleatorias muy complejas, ¿no? Es muy flexible como sistema de representación de incertidumbre aleatoria, ¿no? Se puede tratar en forma bayesiana también, poniendo o sea, tomando los parámetros como variables aleatorias, por lo tanto poniéndole una distribución a priori sobre los parámetros. Pero la pregunta que uno se hace es ¿cuál sería la distribución a priori sobre los parámetros de este monstruo, digamos? Porque no es lo mismo esto que una ecuación lineal, como vimos recién, entre edad y altura, que, bueno, esta cosa que, bueno, tiene partes que son lineales, pero tiene partes no lineales, y al final es una cosa, es un bicho bastante complejo. Entonces, ¿qué poner como distribución a priori? Es una pregunta difícil, que es la cual estudiamos con mi colaborador Mauricio Filippone, que también es de la Troisier.
Entonces estuvimos viendo cómo calibrar la distribución a priori para este tipo de redes. Entonces nos partimos de la pregunta de cómo deberían ser las incertidumbres aleatorias y epistémicas antes de observar los datos. O sea, qué es lo que yo sé o lo que no sé antes de observar los datos. Y en base a eso proponemos un método que permite especificar la distribución a priori sobre los parámetros desde esa perspectiva. Acá tenemos un ejemplo donde la distribución aleatoria que imponemos a priori aparece en verde, que jugaría el papel un poco del epsilon definido por la gaussiana con sigma cuadrado que vimos en el ejemplo anterior. Y también vemos cómo es la epistémica, que en realidad es la misma información mutua que mostré antes en la descomposición esa de la entropía, que se puede también equivalentemente medir como la discrepancia entre todas esas curvas rojas, que son las predicciones a priori. Entonces vemos situaciones, digamos, bastante diferentes. Si bien, si uno hace el promedio de todas las curvas rojas a la izquierda y a la derecha, da la azul, que es más o menos la misma en los dos casos, la situación es bastante diferente. Por eso vemos la importancia de separar esos distintos niveles de aleatoriedad, para saber en qué caso el modelo dice que puede pasar muchas cosas, como a la derecha, o en otro caso dice que, bueno, el promedio va a ser eso que queremos, pero está todo bastante concentrado alrededor del promedio. Y ese es el nivel 2 de aleatoriedad que mostré en el ejemplo anterior. Ahí está. Entonces, para concluir, digamos, esta charla quizás un poco técnica, no sé cómo les ha resultado, pero separar las incertidumbres aleatorias y epistémicas es algo importante para tener una inteligencia artificial confiable, o sea, para, digamos, progresar en el sentido ese de que los resultados, que no escupa cualquier resultado y uno se lo cree y toma decisiones erróneas y a veces con consecuencias catastróficas. Es importante que esas incertidumbres estén bien calibradas, tengan un sentido bien definido, no sea solo un numerito que tira la inteligencia artificial o una palabra como que dice que está confident, pero bueno. El método bayesiano es una forma de atacar el problema que permite separar esos tipos de incertidumbre. No es la única forma, pero o sea, es un área en el cual se está investigando mucho en este momento y esta es una forma de hacerlo. Las redes estas que les comenté son redes de mezclas, permiten un modelado flexible de la incertidumbre aleatoria y también permiten estimar la incertidumbre epistémica calculando esa discrepancia entre las curvas rojas, ¿no? Que fue lo que le mostré recién. Y otro de los puntos importantes era que determinar las distribuciones a priori cuando uno elige el camino bayesiano es totalmente primordial para obtener medidas de incertidumbres calibradas. Bueno, estas son algunas de las referencias. Y bueno, el trabajo nuestro está en este momento en revisión, o sea, aún no está publicado, pero va a estar publicado pronto. Y bueno, si tienen alguna pregunta, adelante. Merci bien, monsieur le professeur docteur en sciences Alexis Desmitiers. Je vous en prie, merci pour l'invitation. Non, tout à fait. Et alors, je vais présenter, passer le poste à Margot Bermelin, chargée de recherche du Centre national de recherche scientifique, droit et changement social, UNR. Oui, tout à fait, je suis là. De Nantes. Vous êtes la bienvenue, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez.
et Oui. que vous me voyez bien ainsi que mon diaporama. Je vous remercie pour cette invitation. Je suis heureuse d'être parmi vous, même si j'aurais préféré être dans la salle. Alors, je suis juriste et je vais évoquer avec vous la question de la protection des données personnelles dans le cadre de l'utilisation de systèmes d'IA et surtout de leur entraînement dans le domaine de la santé, avec un regard sur une notion qui est cruciale pour l'encadrement des systèmes d'intelligence artificielle, qui est celle de gouvernance des données. Je voudrais mentionner 4 éléments rapidement en introduction. Le premier est que pour le droit, les données de santé sont des données sensibles qui doivent être davantage protégées que d'autres données. Elles informent sur l'état de santé passé, présent ou futur d'un individu et en ce sens, elles ont un régime de protection particulier. Donc, premier point, la sensibilité de ces données. Deuxième point, en France, les liens entre intelligence artificielle et besoin en données personnelles afin que l'outil soit entraîné, validé, testé, offre des prédictions, des scores pour des patients, a été identifié depuis longtemps, une grosse dizaine d'années. En tout cas, il y a un effort législatif et institutionnel important pour permettre l'émergence de réservoirs de données de santé qui pourront être utilisés par les systèmes d'IA. Par ailleurs, de grandes institutions se sont dotées de départements dédiés à l'intelligence artificielle ou au numérique. Je pense en France à la Haute Autorité de Santé, à la Caisse nationale d'assurance maladie ou à la Commission nationale informatique et liberté, qui est l'autorité de protection des données, qui s'est dotée à l'été, il y a 1 an maintenant, d'un département dédié à l'IA. Donc il y a quelque chose qui gonfle bien. Il y a un rapport que j'aime bien citer, il date d'il y a 2 ans maintenant, qui est un rapport de l'Agence de l'Union européenne pour les droits fondamentaux. Et cette agence a questionné des patients européens en leur fournissant leurs dossiers médicaux informatisés, leur dossier médical partagé. Et 50% des patients, après avoir consulté leur dossier, ont indiqué que leur dossier était erroné ou incomplet. Alors, on imagine que lorsque ces données qui sont dans ces dossiers servent à entraîner des modèles d'IA dans le champ de la santé, eh bien, s'ils sont erronés, les données de sortie, les résultats offerts par les systèmes d'IA pourront être eux aussi erronés, et c'est un point important. Et puis enfin, les données de santé sont sous le feu des cyberrisques de manière très présente. Ainsi, il faut, à mon sens, véritablement penser à la fois l'encadrement des systèmes d'intelligence artificielle avec l'encadrement, la protection des données personnelles. Qualité des données et protection des données sont cruciales pour les systèmes d'IA et je vais m'intéresser à ce que nous dit le règlement européen sur l'intelligence artificielle, qui est un règlement qui a été publié au cours de l'été, et de savoir ce que le règlement nous dit sur la protection des données personnelles. Je vous fais tout de suite le résumé, je vous donne la solution, mais finalement, il dit très peu de choses de la protection des données personnelles et vous allez comprendre, je suis déçue de ce constat. Alors, tout d'abord, le règlement s'intéresse en priorité, ce qui peut paraître logique, à la qualité des données. La qualité des données, c'est l'idée de l'article 10 dédié aux données et à la gouvernance des données, c'est de s'assurer que les données seront de qualité, pour l'objectif porté, en tout cas l'utilité, la finalité du système d'IA en santé, afin que l'outil soit performant. Il y a une logique là-dedans. Le règlement va prévoir des obligations qui seront portées par les fournisseurs de systèmes d'IA au risque. Dans le champ de la santé, il s'agira essentiellement des dispositifs médicaux et d'autres systèmes d'IA divers comme ceux utilisés aux urgences pour trier les patients. Le texte nous dit, l'article 10, que les fournisseurs de ces systèmes doivent mettre en place des pratiques de gestion des données. Alors, le thème pratique est un peu flou pour moi, mais en tout cas, on peut lire dans ce texte qu'en gros, les fournisseurs de ces systèmes d'IA doivent indiquer qu'il y a une réflexion quant aux données utilisées pour l'entraînement de leur système, leur validation et test. On a pensé à l'origine des données. Les données ont été préparées d'une certaine manière avec une annotation particulière. Il y a une réflexion quant aux biais pouvant être présents dans les données. On en a parlé hier de la question des biais. Une réflexion également quant à l'accessibilité de ces données.
Dans le domaine de la santé, on pourrait imaginer que les fournisseurs de dispositifs médicaux embarquant de l'IA justifieront des données qui auront été collectées auprès de patients atteints de telle ou telle pathologie dans telle région localisée, et tout ça devra être justifié au sein d'une documentation dédiée, ce que nous dit l'article 17. Donc ça permet aussi une forme de transparence sur les données qui ont été utilisées, transparence qui pourrait être utile bien entendu en cas de dommage, mais avant cela pour les déployeurs de ces systèmes, pour pouvoir les prendre en main et juger de la pertinence de ces outils. Toute cette qualité des données va être évaluée en contexte et par rapport à la finalité d'un objet. Bien sûr, on ne pourra pas reprocher à un système d'IA entraîné afin de détecter des cancers de ne pas avoir traité des données sur le diabète. Ça paraît totalement logique. Mais qu'en est-il de la protection des données personnelles? Parce qu'on le sait, dans le domaine de la santé, ces systèmes sont entraînés sur des données personnelles de santé. Pour la plupart, bien entendu, ce n'est pas à 99% le cas, mais la plupart d'entre eux. Eh bien, finalement, les éléments sur la protection des données personnelles sont extrêmement limités. Pourtant, dans le rapport qui préfigurait ce règlement, il y avait bien des dispositions prévues sur la gouvernance des données et la protection des données personnelles. Ainsi, les deux étaient vus de concert, rappelant la nécessaire protection des données personnelles et un besoin également de transparence à ce sujet. Finalement, ce qui reste dans le texte européen, ce sont des considérants qui vont citer le règlement général de protection des données, donc des éléments du texte qui n'auront pas une force extrêmement puissante. Ce ne sont pas des articles, ce sont que des éléments qui vont venir éclairer au mieux l'interprétation du texte. Or, ce que vous voyez, c'est un tableur à 4 entrées qui montre l'évolution du texte. Au tout départ, on ne parle pas de la protection des données, puis après, ça vient. Alors, il y a peut-être un peu d'espoir parce que quand on lit l'article 10 sur cet élément relatif aux pratiques de gestion des données, on peut lire le fournisseur du système d'IA doit prendre en compte l'origine des données et pouvoir savoir si les données ont été collectées pour une première finalité. Donc, j'ose imaginer que cela vise la référence à la nécessaire réflexion à la protection des données personnelles en s'intéressant au contexte premier de collecte de ces données. Mais je n'en suis pas sûre. Dans le texte, il y a également un cas particulier, c'est l'article 10.5, mais qui ne vise pas tant la protection des données que l'autorisation de traiter des données sensibles pour enlever les biais dans des sets de données. Donc, c'est davantage une autorisation de traiter des données sensibles. Et finalement, ce que je trouve dans ce texte européen, mais pas que, c'est que la protection de la vie privée est vue davantage par le biais de moyens techniques. Le fameux considérant 69 dont je vous parlais nous parle de techniques d'anonymisation, d'encryptage, de pseudonymisation, d'apprentissage fédéré. Donc là, on est vraiment dans des aspects techniques tout à fait utiles, mais cela masque les droits des individus quant au traitement de leurs données, le droit à l'effacement, à la correction, le droit d'interdire le traitement des données. Alors, on sait combien ces droits sont parfois très difficilement accessibles dans le champ de la santé. On imagine combien il serait délicat de les faire jouer lorsqu'il s'agit de l'entraînement de systèmes d'IA, mais néanmoins, il aurait été bon, à mon sens, de les rappeler. C'est une tendance à la technicité qui se ressent très nettement dans les travaux, à mon sens, des autorités de protection des données et notamment de l'autorité française qui a publié des fiches concernant l'intelligence artificielle qui ne faisaient aucunement référence ou très peu au règlement général de protection des données qui visait davantage des aspects techniques. Et voilà, ces fiches étaient en consultation avec mon groupe de recherche. Nous avons répondu en ce sens d'avoir un besoin parfois de rappel au texte et au droit. Pour conclure, la gouvernance des données est davantage question de qualité et de transparence, ce qui est très bien sur les données utilisées, mais finalement très peu lié à la protection des données personnelles. Et j'aurais pu faire la même étude au sujet de la protection des droits de propriété intellectuelle liés aux données utilisées lors de l'entraînement de ces systèmes, parce qu'à mon avis, les deux sujets sont traités de la même manière, c'est-à-dire pas du tout ou très peu par le règlement. Enfin, la protection des données devient une affaire, parfois j'ai l'impression,
purement technique en oubliant tous les aspects juridiques. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous, Madame Bermelin. C'était excellent, votre exposition. Alors, on reste évidemment en contact. Si vous voulez continuer à participer aux sessions, évidemment. Et après, si on a des questions, on peut vous les poser. D'accord? D'accord, avec plaisir. Merci beaucoup. Non, je vous en prie. Merci à vous. Maintenant, il s'agirait de... Est-ce que Madame... Madame Lemen est déjà connectée? Lemen. Ah, Natacha. Natacha Val. Ah. Oui, mais Lemen non. Non. Oui, moi je suis connectée. Et vous êtes... Natacha Barry. Voulez-vous parler maintenant ou vous préférez parler un peu plus tard? Bah, écoutez, non, je vais saisir cette occasion pour commencer. D'accord. Allons-y. Alors, en premier lieu, je vous remercie vivement de cette invitation qui m'honore. Particulièrement heureuse de faire partie de ce débat qui me paraît un débat essentiel. En premier lieu, est-ce que vous m'entendez? Vous me voyez distinctement? Oui, oui, c'est parfait. Très On bien. entend parfaitement. Je vous remercie. On vous voit très bien. Parfait. Alors, simplement une petite précision qui n'a pas été donnée tout à l'heure. C'est simplement que, outre le fait que je suis avocat d'affaires à Paris, je suis enseignant en éthique médicale, donc en faculté de médecine et de droit. Et je vous précise cela parce que ça a un impact sur le contenu de ma présentation. Je vais commencer à partager le document si vous le voulez bien. Très bien. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Est-il partagé? Oui, parfait. Très bien. Alors, je vais commencer. J'ai choisi de partager avec vous une thématique qui me paraît essentielle aujourd'hui. C'est celle du robot médecin, qui est véritablement l'icône aujourd'hui, à mon sens, de l'intelligence artificielle dans le domaine du droit de la santé. Et ce sujet, j'espère, suscitera parmi vous le débat, puisque quelles que soient les spécialités représentées ici, vous avez tous votre mot à dire sur la place du robot médecin. Et la question fondamentale et radicale, qui est celle de savoir si l'insertion du robot médecin en santé aujourd'hui va permettre de résoudre les inégalités d'accès à la santé sur tous les territoires. Après une mise à l'écart, non pas en termes de dizaines d'années, mais bien en termes de siècles, du patient qui n'avait pas du tout son mot à dire dans le protocole de soins, pas davantage que dans la nature du traitement lui-même d'ailleurs, on a l'insertion d'un sujet de volonté autonome, et plus spécifiquement en sa prise de décision, dans un système de connaissances et d'algorithmes qui dépasse déjà la médecine et le savoir médical. Donc, étymologiquement, vous le savez, le patient, c'est celui qui subit, qui écoute et qui ne décidait pas forcément ce qui allait lui arriver en termes cliniques et en termes de traitement.
Très progressivement, à partir des années 80 dans les pays anglo-saxons et dans les années 90 en France, plus récemment avec la loi Kouchner 2002, en France apparaît la validation législative d'une nécessité éthique, philosophique de laisser sa place au patient à part entière. Alors nous, dans notre civiliste, on a deux avancées marquantes à cet égard. Tout d'abord, le respect du libre choix du patient, avec l'insertion des préférences du choix du protocole, des modalités de traitement, via notamment des logiciels d'aide à la décision. Et puis, une représentativité consultative, avec l'avènement des représentants des patients au sein des conseils d'administration et des structures institutionnelles, ce qui a généré un fourmillement de débats, de littérature scientifique ou profane d'ailleurs en la matière. Alors, quel angle choisir dans cette évolution? Moi, pour évoquer cet aspect et le soumettre à votre sagacité, n'est-ce pas? J'ai choisi la confrontation éthique entre l'autonomie de la volonté du patient d'une part et celle du robot d'autre part. Je fais une petite parenthèse technique. Je m'entends en fait avec un écho. Est-ce que vous entendez l'écho aussi? Non. Très bien. Donc, je suis la seule à supporter cela, mais je vais le faire. L'important, c'est que vous ayez un discours clair. Très bien. Alors, sur les usages aujourd'hui, nous en avons longuement débattu, notamment hier au travers de ces journées avec des systèmes de robotisés contrôlés, des systèmes de captation et de reproduction des mouvements, des systèmes de contrôle partagé via notamment les robots endovasculaires, avec des usages très synthétiquement de gestion de tâches qui relevaient autrefois intégralement de l'expertise humaine, notamment en termes de diagnostic, de planification, de traitement des soins, d'aide à la décision dans l'établissement des protocoles et la réalisation des actes opératoires avec des améliorations particulièrement appréciables et la réduction des erreurs techniques, ce qui implique moindre difficulté en matière de responsabilité. Donc, dans la présentation précédente, a été évoqué le Parlement européen. Et notamment, on peut rappeler que dès 2017, ces robots particuliers intervenant en matière de santé ont été identifiés comme de véritables personnes électroniques. Et j'insiste sur ce concept de personnalité, pour l'instant refusé par exemple aux animaux, mais accordé à ce type de robot, ce qui permet d'interpeller le débat et la réflexion. Les États membres de l'Union européenne viennent à peine d'approuver, pourtant à l'unanimité, l'orientation générale du Conseil sur la proposition de règlement sur l'intelligence artificielle. Et cette approbation, elle est déjà mise en l'épreuve par la mise en ligne d'une application générative à présentation dite humanisée, l'agent conversationnel ChatGPT, qui pose énormément de difficultés. Alors, comme nous sommes en éthique contemporaine et éthique médicale, nous avons notre modélisation et notre méthodologie recours évidemment aux grands textes philosophiques. Et moi, j'ai choisi de citer Pascal aujourd'hui, philosophe français non des moindres, n'est-ce pas, qui expliquait dans l'un des fragments des Pensées « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie ». Et je pense que ça vient illustrer la situation dans laquelle se trouve le patient lorsque subitement on vient lui dire que ce n'est plus le docteur X qui va s'occuper de lui, mais du robot X, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire un véritable abîme technologique pour chacun d'entre nous, mais a fortiori pour le patient. Et cela, ça ne relève pas simplement d'une hypothèse intellectuelle, mais bien d'un enjeu de santé publique. Ce pouvoir d'initiative dont dispose aujourd'hui le robot médecin, et donc d'émancipation, peut susciter à minima le débat, on l'a dit,
l'inquiétude, mais nous amène à la question fondamentale en éthique médicale de la modélisation. Alors, monsieur le professeur, vous avez fait il y a quelques minutes une présentation particulièrement éclairante pour moi parce qu'elle vient éclairer sous l'aspect mathématique ce qu'on peut, nous, modéliser en éthique médicale pure. Puisque qu'inspire le robot aux patients aujourd'hui? Alors, un robot, dans l'imaginaire collectif, cela a toujours été considéré comme plutôt dangereux, menaçant, concurrent direct de l'être humain, de l'animal. Pour la modélisation, est-ce qu'on penche plutôt du côté du monstre froid, du Léviathan de Hobbes, qui est dénué de toute empathie, ou alors du canard créé par Vaucanson et qui a suscité tant d'admiration jusque la fin du XVIIIe siècle. Est-ce qu'il y a véritablement concurrence entre les deux? C'est-à-dire entre le choix personnel du patient et le choix du robot lui-même. Est-ce qu'il y a concurrence entre opter pour un médecin humain ou opter pour le médecin de l'intelligence artificielle? Hier, dans l'une des tables rondes qui s'est déroulée en après-midi, j'ai écouté avec grand intérêt les débats des professeurs de médecine, notamment en radiologie, qui nous disaient que en matière d'intelligence artificielle, peu importe les avancées, on ne pourrait jamais se passer du médecin en chair et en os qui viendrait lire, interpréter les imageries, les résultats et donner la décision du protocole. Aujourd'hui, dans la littérature actuelle, beaucoup d'opinions divergent de ce point de vue. Aujourd'hui, on nous dit que le médecin pourrait être aussi un guichet unique de type Amazon vers lequel se présentera le patient pour pouvoir avoir au moins les premiers soins et les premières ordonnances. Quelque chose qu'évidemment on déplore, mais contre lequel on ne pourra pas faire obstacle. Et ça, c'est quelque chose que je soumets au débat, de savoir si l'un de ces guichets uniques va permettre de faire échec aux déserts médicaux. Alors, quelle réponse législative? En France, on a un mouvement parallèle qui s'est amorcé où l'on souhaite accroître la confiance du patient dans les professionnels de santé qui ne sont pas médecins. Notamment la loi du 19 mai 2023 qui porte amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, c'est-à-dire notamment les infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes, c'est-à-dire des professionnels qui sont formés en matière sanitaire, mais qui n'ont pas le doctorat de médecine. Et cela a emporté différentes réactions. Enthousiasme de certains patients qui considèrent qu'ils ont un accès au renouvellement facilité de la prescription, accès facilité aux spécialistes, aux résultats. Et par contraste, mécontentement des médecins qui soulèvent des risques en ces différentes pratiques. Alors aujourd'hui, pour ne pas brouiller votre compréhension, je vais simplement m'attarder sur une des modélisations qui est utilisée aujourd'hui en éthique à travers la notion de confiance. Le concept de confiance comme nouveau paradigme, justement. Alors, cette notion de confiance, elle n'est pas anodine. Ce n'est pas seulement un standard juridique, mais bien un concept éthique défini par l'adhésion d'une volonté individuelle, résultant de la fides, c'est-à-dire de la foi, croyance. Alors, croyance, mais en quoi? Au terme de la loi, croyance dans la capacité des professionnels qui ne sont pas médecins, notamment les auxiliaires, à assurer une partie des tâches qui incombent au règlement à un professionnel qui dispose du doctorat. Quelle confiance s'agissant des robots?
La prise en charge par l'intelligence artificielle est-elle synonyme de mise de côté des notions déontologiques et donc réglementaires, de soins consciencieux, attentifs, compassion, écoute sincère, humanité, accompagnement, dignité, qui sont les fondements du serment d'Hippocrate? La question se pose avec une acuité particulière aujourd'hui. On le voit en France, mais on le voit également ailleurs. Au regard notamment de la multiplication des plaintes des patients devant les juridictions disciplinaires des professions de santé et des médecins en particulier. Que déplore le patient aujourd'hui? Il déplore le peu de temps consacré aux soins des médecins peu vus, non vus, trop vite vus. Et lorsqu'on observe les motifs lors des réunions de tentatives de conciliation et lors des décisions défavorables aux médecins, que reproche le patient? C'est vraiment basique en réalité, hein. Le patient ne va pas dans la défaillance de l'analyse clinique. Il recherche autre chose. Le médecin ne m'a pas écouté, était distrait par des appels téléphoniques durant la consultation, m'a méprisé, m'a ausculté 2 minutes, etc., etc. Donc là, on n'est pas dans la disposition de dire ces patients ont raison et il y a une défaillance du médecin, en aucun cas. On est là pour déceler si cette machine dite infaillible va être à même de répondre à ces attentes particulières. Puisque qu'est-ce qu'on attend lorsqu'on est patient en 2024? Encore une fois, c'est une réponse technique qu'on attend à une situation très basique. Le patient aujourd'hui vient chercher quelque chose de plus que la simple prescription. Et ce schéma, dont les traits saillants sont identiques depuis Hippocrate, hein, finalement sont les mêmes. Le patient se présente, attend le médecin avec une admiration empreinte d'affection, dans l'espoir qu'on lui affirmera qu'il ira mieux. Donc, les notions fondamentales aujourd'hui en éthique sont celles d'adhésion, de confiance, quant à l'efficacité, oui, mais quant à la possibilité de répondre à l'attente de réconfort. Parce que finalement, comment l'empathie du praticien se manifeste-t-elle vis-à-vis du patient? Est-ce qu'il s'agit de la parole? Oui, on peut l'attendre. Est-ce qu'il s'agit du geste? Cela pose difficulté, en tout cas en l'état du droit positif français, puisque même prendre la main d'un patient pour l'encourager dans un contexte où le médecin n'a pas la latitude d'avoir un contact physique avec le patient s'il n'est pas justifié par un acte thérapeutique peut poser problème. Et justement, on a un rapport du COMEX très récent qui nous dit attention, les applications médicales ont un aspect véritablement délétère puisqu'ils suscitent un attachement indu du patient aux applications. On a ce rapport véritable où le robot médecin ne génère pas simplement effectivement un acte médical, une approche clinique. Non, il va plus loin. Il répond à cette attente, j'allais dire, émotionnelle et affective. Finalement, on regarde un contexte de pénurie critique de médecins, de soins à la chaîne, de gardes interminables et de difficultés de formation des internes aujourd'hui. Est-ce que l'intelligence artificielle, au prisme de ce robot, n'offrirait-elle pas le suivi optimal, non seulement en termes de diagnostic, mais d'accompagnement, d'empathie? Et d'ailleurs, lorsque Pascal évoque le silence éternel des espaces infinis, il précise bien, il s'agit de l'infinie immensité des espaces que j'ignore et qui m'ignore. C'est ça qui m'effraie, c'est que ces espaces infinis m'ignorent. Or, précisément, le robot de dernière génération ne m'ignore pas. Il me regarde, il m'écoute, il décrypte chaque sourcillement et me réconforte avec une acuité déconcertante.
Il y a les mécanismes de reconnaissance émotionnelle, de catégorisation biométrique et de deepfake. Ne s'agirait-il donc pas du médecin parfait, toujours souriant, bien disposé, en bonne forme, à l'écoute, dans l'empathie et le réconfort? Et dès lors, au sens de la théorie des jeux, le rapport patient-robot modéliserait lui-même la coopération parfaite, sans faille. Bien évidemment, je ne pose pas de certitude ici, mais je pense que cela suscite le débat et de façon particulièrement urgente. Finalement, le robot n'arrive pas à rebours de ce mouvement, comme on aurait pu le penser il y a une dizaine ou d'une vingtaine d'années. Il en constitue la suite logique directe et c'est à nous de prendre ce problème à bras-le-corps pour qu'il y ait à nouveau cette confiance dans les professionnels de santé. Et c'est ici le nouveau Paris Pascal. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci bien, Maître Natacha Paris, avocate au barreau de Paris. Maintenant, il faudrait voir qui est connecté à présent pour savoir si, par exemple, Alice Amitié. Alice Amitié. Oui, il a déjà parlé. Peut-être pas le réécouter le deuxième. Arthur Lorenz, il s'est déjà connecté? Non. Il n'est pas là. Alors, ce serait votre nom. Très bien. Ou le vôtre? Non, Non, d'abord la politique absolue. C'est-à-dire le quai. ça, on va voir. Ça peut passer. Alors, je vais vous présenter maintenant. Le prochain expositeur sera le professeur Thierry Ménissier, philosophe, titulaire de la chaire éthique et intelligence artificielle de l'Institut pluridisciplinaire en intelligence artificielle, MIAI, appartenant à l'Université de Grenoble et des Alpes. Alors, vous êtes bienvenus et merci pour votre temps. Merci, Monsieur le Président. Cher Pedro, 15 minutes. Madame Madame la Présidente, 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes. OK. Très bien. Très bien. D'abord, merci beaucoup, Christian Bic, et merci pour cette invitation pour de ce magnifique forum. Je vais d'abord présenter la condition de possibilité de cette parole en quelques diapos. Comme vous le voyez, elle s'inscrit dans une chaire que vous avez évoquée, Éthique et intelligence artificielle, de l'Institut pluridisciplinaire d'intelligence artificielle de Grenoble, qui est un des 4 instituts qu'on appelle en France 3 IA. Nous avons tout à l'heure écouté Alix Héritier, qui lui-même est dans la version niçoise de cette structure. Alors, ces instituts ont été créés à la suite d'un rapport important pour la France et d'une initiative prise au plus haut niveau de l'État, qui est la volonté même du président de la République, Emmanuel Macron, de concentrer les forces de production de l'intelligence artificielle et de réflexion sur l'intelligence artificielle dans quelques sites français. Cet effort est intéressant et moi, il me parle en tant que philosophe politique concerné par les institutions et la relation entre les institutions et la dynamique de l'innovation. Alors, nous avons commencé ce projet en 2019 et il s'achève bientôt au terme de 62 mois de travail intense. C'était très long pour un projet de recherche, d'autant que je lui ai donné volontiers une volumétrie large, comme vous le voyez, à partir de 3 principes méthodologiques. C'était des dogmes. Bon. Premier principe, la recherche doit être pluridisciplinaire. L'éthique de l'intelligence artificielle, ainsi que je vais l'expliquer, ne peut avoir de sens en dehors du dialogue des concepteurs d'intelligence artificielle, informatique, robotique, et des sciences humaines et sociales dans leur variété.
ainsi que vous le voyez, sont impliqués dans cette chaire, je souligne, éthique de l'intelligence artificielle, la sociologie, la psychologie sociale et clinique, les sciences de l'information et de la communication, le droit public et privé, les sciences de gestion, le marketing. Voilà, donc, et en fait, tout cela, vous allez voir, est lié à l'intention, la finalité même de produire une éthique de l'intelligence artificielle qui soit efficace et pertinente. C'est le premier dogme, principe, si vous voulez, méthodologie. Le deuxième est qu'on ne peut pas s'occuper en sciences humaines et sociales de ces questions si l'on n'a pas une connaissance scientifique et technique. C'est rigoureusement impossible. Alors, nous avons, de ce fait, favorisé les personnes, les collègues, les jeunes chercheurs et chercheuses, capables d'avoir un double profil. Sciences ou informatique, technologie ou informatique, et sciences humaines et sociales. Alors, le troisième principe, c'est, vous voyez, le fait qu'il y a beaucoup de jeunes chercheurs dans la chaire. Un point important, c'est que cette jeune recherche est susceptible d'avoir une meilleure approche parce que, il faut le reconnaître, ma génération, la génération des directeurs de recherche, des directrices de recherche, n'a pas connu nativement ce monde, ce nouveau monde. Alors, nous avons associé pour chacun des programmes des jeunes chercheurs et jeunes chercheuses en direction des programmes. Donc, ce qui est, disons les choses, vu les usages académiques, révolutionnaire. Alors, les questions de recherche que nous avons développées, parmi d'autres, mais qui intéressent ce séminaire d'aujourd'hui, sont notamment qu'est-ce qui arrive pour les activités humaines dans la société sous l'algorithme, et notamment les activités de santé. Il y a un programme dont ma collègue Fabienne Martin-Duchat est responsable, c'est pour ça que je tenais aussi à ce qu'on l'invite, elle parle au même moment dans l'autre session. Fabienne Martin-Duchat, professeur de sciences de l'information et de la communication, dirige ce programme qui est devenu très vite le gros programme de la chaire. À tel point que le problème était même que ce programme éthique de l'IA en santé ou pour la santé risquait de déséquilibrer l'ensemble de la chaire. Moi-même, j'ai dû en permanence équilibrer en donnant des attributions aux autres programmes, puisque Fabienne, donc avec beaucoup de son autorité scientifique, évidemment, avait développé des programmes extraordinaires qui correspondaient d'ailleurs à ce qu'elle faisait en anthropologie du corps et des émotions. Cette section est elle-même académique en train de se transformer. Alors, la deuxième question, vous voyez, c'est que se passe-t-il dans une activité de santé assistée ou même augmentée par l'intelligence artificielle? On vient d'entendre un bel exposé sur la question robotique, dont on a vu, comme l'a dit la précédente conférencière, qu'elle impactait des questions non seulement juridiques, mais aussi philosophiques. Et enfin, vous voyez, qu'en est-il de la société de la santé transformée par la e-santé, donc c'est-à-dire la santé numérique, enfin la santé algorithmique s'inscrit dans la santé numérique, me semble-t-il, c'est la deuxième révolution, vous voyez, dans cette société, disons, assistée ou augmentée par l'intelligence artificielle. Nous prenons acte, je prends acte personnellement, du fait que nous vivons ce que le philosophe Bernard Stiegler appelait une disruption, entendu par là une situation de transformation totale, extrêmement dangereuse pour la stabilité mentale et sociale des sociétés. Personnellement, je prends acte de cela suite à mes propres travaux, commencés il y a maintenant j'ai commencé il y a une quinzaine d'années, mais enfin les publications importantes sont venues il y a environ 8-9 ans, sur cette notion d'innovation dont je soutiens qu'elle constitue un concept, un paradigme, une vision du monde, une structuration de l'action humaine post-progressiste. Il y a de bonnes innovations dans le monde que nous connaissons, le monde des startups, le monde de la dynamique économique, financière et sociale, organisationnelle, de la transformation technologique des sociétés, que si elle est sauvage. J'ai proposé ce concept de wild innovation, innovation sauvage, par référence évidemment à Schumpeter, prophète de l'innovation, qui expliquait que, précisément, en régime d'innovation, il n'y a pas de linéarité. Vos concurrents ne sont pas derrière vous. Vous ne pouvez pas les voir quand vous les avez distancés dans des rétroviseurs. L'attaque viendra d'ailleurs.
En fait, le propre de l'innovation est de brutaliser la dynamique de transformation technologique des sociétés. Alors bon, moi, dans le livre de synthèse que vous voyez à l'écran, le livre de 2021, pardon, je me projette dans le monde de Schumpeter, donc 2021, je prends acte de cela. Voilà, je prends acte de cela. Je tiens à le dire, moi, je suis à la base philosophe politique, spécialiste d'un penseur qui est Nicolas Machiavel, dont la pensée consiste à prendre acte des faits afin de, comme il le dit souvent, de considérer non pas les choses telles qu'elles devraient être, mais telles qu'elles sont. Ce qu'il appelle la recherche de la verità effettuale della cosa. La vérité des faits et des effets, plutôt que les imaginations ou le devoir. Alors, dans ce contexte, en prenant acte avec Stigler et à partir de mes propres considérations sur l'innovation, donc qu'en est-il de l'intelligence artificielle dans le paradigme de l'innovation, dans l'économie de l'innovation? Alors, deux facettes qui assombrissent le tableau. D'abord, le premier point, c'est que ce monde enchanté de l'innovation ne transforme pas les rapports sociaux. Alors, en tant que machiavélien, je ne suis pas marxiste, mais je pense que l'analyse marxiste est intéressante sur les rapports de domination, de construction de la plus-value. C'est le sens de ma question hier adressée aux collègues qui parlaient de colonialisme. Alors, d'ailleurs, je vais montrer avec le collègue Granada en relation depuis, le séminaire nous aura permis de nous connaître. C'est-à-dire, y a-t-il colonisation ou simplement domination, cette création d'une forme de plus-value qui est particulière. Alors, on sait bien que Antonio Casilli a commencé un travail en faisant, par exemple, la version française de ce que faisait Fuchs, donc analyste plutôt marxiste, dès 2014, sur en fait, la manière dont le capitalisme récupère sa plus-value, crée la plus-value à partir d'un travail obscur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de transformation, le travail humain reste le travail humain. Ça, c'est un point, mais je ne vais pas y insister. Le point le plus intéressant, et qui fait écho à tout ce qui a été dit dans le séminaire, évidemment, c'est qu'on ne saurait concevoir le fait que le numérique et l'algorithmique se conjuguent, on ne saurait le concevoir en dehors de ce concept très puissant qu'a proposé la sociologue Shoshana Zuboff, le capitalisme de surveillance. Ce n'est pas simplement un mauvais aspect de la dynamique des sociétés, tout à la fois d'innovation, numérique et algorithmique. Ce n'est pas un mauvais aspect. C'est la structure même du numérique qui fait que dans une économie de type capitaliste, eh bien, les données sont véritablement captées au profit de grands acteurs. Alors oui, tout le monde le sait. Encore faut-il en prendre acte pour les sujets qui sont les nôtres concernant la santé. Ce n'est pas un mauvais aspect. C'est la réalité même de cette structuration d'un monde numérique et algorithmique. Alors, s'ensuit évidemment des phénomènes que nous qualifions, Fabienne Martin-Juchat, par exemple, parle de servitude volontairement consentie. Elle ne parlait pas de l'algorithmique, mais du numérique. Et pour ma part, j'ai essayé de développer récemment l'idée d'une servitude volontaire dans la société, non pas numérique, mais algorithmique. Donc, ce vieux modèle de la servitude volontaire laboétien, ce vieux modèle est très pertinent. Comme d'ailleurs, c'est un spécialiste de Machiavel qui vous parle, quasiment l'ensemble des concepts de philosophie politique de la Renaissance. Et je vais vous expliquer pourquoi, précisément, cela est possible. Alors, dans ces conditions, et nous voilà à Machiavel, dans ces conditions, à quoi avons-nous affaire? Le responsable de la chaire éthique et intelligence artificielle, par ailleurs spécialiste de l'innovation, mais formé par Machiavel, a une lecture qui est la suivante. Nous avons affaire, dans le champ de la santé connectée, augmentée par les algorithmes, à des intérêts de nature variée qui entretiennent des relations nouvelles et complexes. Ces intérêts nous renvoient au fameux tumulti dont parlait Machiavel, notamment dans les discours sur la première décade de ce livre, où Machiavel nous explique que maintenant on dirait parties prenantes, stakeholders, les parties prenantes du domaine, viennent chercher dans leurs relations des choses très différentes. Par exemple, l'État et les services publics, qui sont prescripteurs, qui sont notamment aussi bénéficiaires qui sont ceux qui installent les services de soins et qui sont bénéficiaires de l'effet produit, c'est-à-dire un apaisement des populations. L'État a un rôle particulier, veut des services numériques et algorithmiques efficaces, efficients. Les politiciens veulent, dans la perspective d'être réélus, finalement, une sorte de bénéfice social. Les sociétés elles-mêmes veulent un bénéfice qui est
pour sa part non matérielle. Les citoyens veulent exercer leurs droits et leur liberté publique et privée à travers donc l'usage des services numériques. Alors, on pourrait, le philosophe politique pourrait. Mais qu'est-ce que c'est qu'un droit? C'est d'abord une prérogative qui peut être reconnue liée à une dignité ontologique. Mais ça peut être aussi une prérogative sociale. Donc le droit de la santé, le droit à la santé, me semble relever d'une double nature. Et la demande du citoyen se confond avec celle du patient de santé, qui est de bénéficier de ce droit social d'un système de santé amélioré. Donc la question, évidemment, est celle de savoir si ces services de santé sont ou non améliorés au sein d'une démocratie digne de ce nom. Alors on voit bien comment on passe d'un constat de fait à une perspective qui interroge la qualité des services numériques et algorithmiques en fonction d'un idéal. Il y a très vite, finalement, une relation entre l'analyse objective et l'analyse en termes de normativité. L'analyse normative, c'est-à-dire que peut-on attendre, que doit-on attendre légitimement de ce système. Alors, dans ces conditions, je pense qu'on peut aller plus loin encore dans la crise, dans le diagnostic de la crise qui nous concerne, en mettant en relief le fait que la médecine, comme d'autres secteurs, la justice par exemple, voilà, connaissent un problème lié à la construction de la légitimité, ce que j'ai appelé ici donc le domaine de la connaissance qui permet l'autorité scientifique. Ce petit schéma très schématique permet de concevoir la manière dont, dans le monde d'avant, dans le monde du progrès, et vous avez compris, le monde de l'innovation est très différent, ce dont la distinction que j'établis, qui est schématique, il y a des liens, mais enfin, il me semble bien que l'autorité scientifique sur le plan de la connaissance permettait non seulement de stabiliser les choses du point de vue épistémologique, mais aussi du point de vue social, en engageant, ainsi qu'on l'a dit déjà avant moi, hier et aujourd'hui, en engageant la question de la confiance. Et cette question de la confiance permet elle-même de stabiliser l'être des choses sur un plan que les philosophes appellent ontologique, en qualifiant un environnement social de qualité. Alors, en fait, on pourrait dire que ce qui se passe ici, c'est que la transformation de la santé, domaine cardinal de la vie sociale, qui permet, via des institutions de santé, d'apaiser des personnes en souffrance, sur le plan évidemment physique, mais aussi psychologique. Donc ce système est aujourd'hui transformé au nom, enfin du fait d'une transformation technologique accélérée qui fait que même les médecins se voient livrer clé en main des systèmes de soins dont ils ne peuvent pas comprendre le fonctionnement. Voilà. Et donc cela produit une crise de l'expertise humaine. Alors cette crise de l'expertise humaine, on peut encore la schématiser autrement. On peut dire que dans le monde précédent, le Léviathan faisait son travail. Comme vous le savez, dans l'histoire des conceptions sociales et politiques, dans l'histoire des systèmes politiques, qui n'est jamais coupé de l'histoire des systèmes technologiques, au monde de la Renaissance, au monde machiavélien, du jeu tumultueux des intérêts, a succédé le monde proprement moderne de la construction de l'institution, qui s'appuie, et l'œuvre de Hobbes, qui écrit le Léviathan en 1651, est vraiment exemplaire à cet égard, qui s'inscrit dans une profonde connaissance des sciences et des techniques. Le Léviathan de Hobbes désigne cet ample ouvrage qui coordonne, donc je vous le rappelle, une œuvre de mathématiques, de physique, une œuvre de jurisprudence, une œuvre de philosophie politique et une œuvre d'ontologie. Tout cela au profit de ce que signifie le Léviathan. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui ont oublié cette histoire ancienne, Léviathan signifie le nom d'un monstre. Dans l'Ancien Testament, et particulièrement dans le livre de Job, à l'issue de ce qui est interprété par Yahvé comme une profanation de la part de ce pauvre Job qui se plaint de souffrir alors qu'il n'a rigoureusement, selon lui, pas commis de faute, Yahvé prend Job et l'emmène voir ce qu'aucun humain n'a jamais vu et que n'a pas le droit de voir, à savoir les monstres que sont Léviathan et Béhémos.
Ces deux monstres, Léviathan et Béhémos, servent à Yahvé, l'autorité suprême, à dire regarde, Job, ce que j'ai fait et que tu ne peux pas comprendre. Et ce que voulait faire Thomas Hobbes, le philosophe, tout à la fois mathématicien, physicien, mécaniste, hein, comme Descartes et Galilée, le juriste, théologien, philosophe, c'était de dire que nous allons construire dans la modernité, lui-même y contribue, un système de la taille de Léviathan qui va pouvoir apaiser les souffrances de l'humain. Rien d'autre que la mission d'un ministère de santé publique. Voilà. Donc, j'attire votre attention sur le fait que le chapitre fondateur sur le plan de la théorie politique du Léviathan de Hobbes, c'est le chapitre 16, qui montre comment l'autorité est créée par le consentement des citoyens qui s'entendent sur une personne, qui peut être une personne abstraite, qu'ils reconnaissent comme l'auteur de la loi et l'acteur principal de la loi. Donc, démonstration extraordinaire, dont j'ai essayé de montrer que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le consentement des citoyens doit concerner non pas la politique, mais les systèmes numériques et technologiques. Puisque dans le monde de l'innovation, les prescripteurs sont secondaires par rapport aux usagers. Il y a une sorte d'immédiateté, c'est une illusion bien sûr, entre la technologie designée pour les usages et l'usage technologique. Dans le monde de l'innovation, le consentement des citoyens ne concerne pas la personne publique, mais la firme technologique. Ce qui pose un problème absolument majeur. Absolument majeur. Toujours est-il que le système mis en place par, mental mis en place par Hobbes évoque une confiance structurelle. Alors cette confiance structurelle, c'est-à-dire une confiance de nature à structurer la relation complexe que l'humain entretient avec son environnement, inclus là-dedans les pouvoirs politiques, les grandes idéologies, mais aussi par exemple le système technique. Finalement, le système, d'une certaine manière, reste le même, avec un certain nombre d'inquiétudes majeures auxquelles je suis sensible. Qu'est-ce que c'est qu'un philosophe? Sinon quelqu'un qui, comme un entomologiste avec les insectes, s'intéresse aux concepts. Et donc, je suis très sensible à l'apparition de concepts, l'apparition invraisemblablement originale de concepts. Algocratie, comme le proposait l'Irlandais Danaher, 2016 et 2020, où il a développé sa pensée, qui me gêne un peu parce que ça voudrait dire que le pouvoir, Kratos, est aux algorithmes. C'est un peu direct. Il y a des humains et des firmes technologiques. Donc un régime de responsabilité derrière les algorithmes. Datacratie, pourquoi pas. Le concept de gouvernementalité algorithmique de Bernard Rouvroy, proposé dès 2013, est très intéressant. Il fait droit à la pensée de Michel Foucault sur la gouvernementalité libérale et néolibérale, qu'effectivement, où il y a la responsabilité semble se diffuser, se dissoudre, voilà, au profit de la gouvernance, plutôt que du gouvernement. Moi-même, je propose la notion d'autorité des machines et mon collègue Razak de l'Université de Grenoble propose l'idée d'une société de contrôle. Il examine dans un gros livre très intéressant à partir des usages des personnes. Et notre collègue Caroline Lekenroth de l'Université de Nice proposait l'image de la gorgone récemment, cette gorgone qui se substituerait au Léviathan. Ce qui me gêne dans la gorgone, c'est que ça décrit un pouvoir très métaphorique. Il faut des bonnes métaphores si on veut ancrer des théories politiques. Enfin, il est plutôt descriptif que normatif, ce concept. Nous souffrons de l'absence d'un concept normatif en la matière qui permettra, me semble-t-il, de réinstituer une continuité de la description à la normativité juridico-éthico-politique. Alors, je confirme que le problème fondamental, c'est celui de la confiance. Récemment, le philosophe à la fois suisse et belge Marc Hunyadi, dans un beau livre en français, à mon avis le meilleur écrit sur la question avant longtemps, proposait dans ce livre Au début et la confiance l'idée que la confiance concerne une attente de comportement qui est un lien fondamental avec le monde. Donc la confiance n'est en effet pas seulement quelque chose de juridique, ni même seulement d'éthique, c'est quelque chose qui est anthropologique. Et comment elle se construit pour le sujet qui nous intéresse comme pour les autres, à travers l'autorité scientifique, qui a un but de stabilisation, comme je l'ai montré très rapidement, aujourd'hui dans la technologie, mais aussi dans la chaîne de valeur et de sens, surtout,
entre professionnels et usagers, bon, ici professionnels de santé et patients. Alors, il me semble qu'on peut relever le fait que, et je vais entrer en dialogue avec le conférencier Alex Héritier, qu'en fait, le problème de l'IA, c'est que la confiance dont on parle avec l'intelligence artificielle n'est pas de la confiance. Pour l'instant, c'est de la fiabilité. On le voit particulièrement dans l'analyse que j'ai essayé de proposer de la distinction des différents sens de la notion d'éthique de l'IA. Dans un gros article, c'est un de ces articles qu'on met plus de 2 ans à écrire, de la revue d'anthropologie des connaissances, j'ai proposé de dire, d'assumer l'hypothèse, qui, je ne l'ai pas dit, mais c'est une hypothèse de la chaire éthique et intelligence artificielle, que personne ne sait ce que c'est que l'éthique de l'intelligence artificielle. Tout le monde en parle, c'est comme souvent, me semble-t-il, Dieu, mais personne ne sait. En réalité, si on regarde les usages précis du terme, d'où ma bibliographie monstrueuse dans cet article, en fait, il y a 4 régimes de discours. Alors, simplement, ils obéissent à la division du travail de conception et de production de l'intelligence artificielle. Toute puissante semble la computer ethics, l'éthique informatique. C'est elle qui propose le concept qu'on a évoqué tout à l'heure avec Alex Héritier, les concepts d'explicabilité, et si cela est impossible, d'interprétabilité, et si cela est impossible, de redevabilité, mais toujours dans un horizon de transparence et en vue de la fairness. Fairness qui est très embêtant parce que c'est un concept très, très, très lourd. Je trouve vers une des spécialistes de John Rawls dans la pièce, c'est-à-dire la fairness, c'est que tu peux utiliser de manière un petit peu parfois cavalière par nos collègues informaticiens, rempli des bibliothèques de littérature, de théorie politique et juridique. Donc, si l'on veut une IA faire, honnête, juste, alors le travail d'abord est considérable, et il ne saurait s'agir uniquement d'enlever les biais des algorithmes. La fairness ne concerne pas simplement à essayer de rendre l'algorithme moins biaisé, à supposer d'ailleurs qu'on puisse le faire. Dans la chaire que je dirige, nous avons développé un programme sur la notion de biais pour affirmer, on a plusieurs publications, que ce terme est incroyablement métaphorique, qu'il ne saurait être pertinent pour une éthique, une computer éthique sérieuse. Vous voyez, donc, le philosophe spécialiste d'épistémologie d'éthique, c'est aussi ce que je fais, dit attention, la computer éthique est nécessaire pour créer des systèmes fiables, mais un système de confiance, c'est autre chose. Ça implique tout le reste, à savoir, vous voyez, la dimension robotique, la dimension digitale, numérique, et enfin, ce que nous avons inventé, ce que j'ai proposé d'appeler UX, EI et SIX, dont nous avons parlé hier, l'éthique de l'IA par les usages. C'est-à-dire qu'il s'agit évidemment, pour chacun des projets qui se développent concrètement du laboratoire vers le marché, à travers la recherche privée, d'accompagner par des retours d'expérience impliquant l'ensemble des parties prenantes et des intérêts. Ce qui induit aussi de sortir de la seule forme de raisonnement éthique que connaissent spontanément les informaticiens, mais aussi tous les scientifiques souvent, qui est l'utilitarisme. Alors, entendons-nous, de l'utilitarisme, il y en a du bon. Il y a des œuvres de bioéthique utilitaristes qui sont particulièrement intéressantes. Mais il y a aussi, comme vous le savez toutes et tous, un utilitarisme de type économique qui n'a rien d'éthique. Et qui, souvent, je le constate, je dois l'admettre, au sein de l'Institut pluridisciplinaire d'IA de Grenoble, concerne des collègues qui sont rapidement économistes dans leur esprit en acceptant de collaborer avec les grandes firmes qui leur rapportent évidemment des thèses de doctorat, des financements pour la recherche. C'est un utilitarisme plutôt économique qu'éthique. Mais il y a une sorte de continuité dans l'utilitarisme. Il importe, par rapport à cela, vous voyez, œuvrer dans 2 dimensions. Mobiliser toutes les parties prenantes, tous les intérêts. Et il y en a de nombreux, depuis l'ingénieur informaticien, qu'on ne doit en effet pas oublier, jusqu'à l'usager, en passant par les services de soins, les prescripteurs de l'État, les entreprises privées qui conçoivent, etc. D'une part, et d'autre part, de mobiliser d'autres formes de raisonnement éthique. C'est ce que nous essayons de faire dans, donc, on a développé avec Fabienne Martin-Juchat, l'éthique de l'usage de l'IA, l'éthique des usages de l'IA, UX, SX, EI,